Pour ceux qui m'ont demandé combien de temps on va passer dans le cimetière, écoutez, c'est au moins 2 heures, hein, la visite du Père Lachaise, et on ne va pas tout voir. Pourquoi? Parce que c'est immense. Combien de superficie? 44 hectares. Hein. Vous allez vous promener cet après-midi dans le plus grand espace vert parisien, parce que c'est considéré comme un espace vert. Alors évidemment, les feuilles tombent un peu, là on est un peu voilà, en fin d'automne. Ceci dit, c'est une période magnifique pour venir, parce que les tombes sont quand même fleuries. On verra quand même beaucoup de tombes abandonnées et des tombes non fleuries et assez surprenantes. Par exemple, ce matin, on a vu que Henri Salvador, le pauvre, pas une fleur hein, à la Toussaint. Bon, c'est pas pourquoi, enfin, voilà. Et la ville de Paris fleurit aussi. Hein, regardez, l'allée centrale qu'on appelle le Campo Santo, avec une succession de célébrités. On y reviendra tout à l'heure, parce que je vais commencer avec la tombe, enfin, les plus anciens, hein, je dirais, du cimetière. Quand a été ouvert le Père Lachaise? Quand a-t-il été inauguré? 1804, le 21 mai 1804, inauguration du Père Lachaise, improprement nommé, parce que quand on l'a inauguré, c'était le cimetière de l'Est. Grande idée napoléonienne, avec le préfet de Seine qui s'appelait Frochot, à l'époque, qui est enterré d'ailleurs au cimetière du Père Lachaise. Il faut des cimetières dans un esprit d'hygiénisme qui commençait déjà à se développer avec l'esprit des Lumières au XVIIIe siècle. Il faut arrêter les charniers intramuros, comme par exemple le cimetière des Innocents, qui était, mais vous pouvez imaginer, hein, le bruit, les odeurs, c'était vraiment catastrophique. Et donc avant déjà la Révolution, on avait quand même décidé d'arrêter tout cela et de transporter les ossements aux catacombes, hein, aux futures catacombes, les anciennes carrières de Montrouge. On fait quand même attention. Voilà la tombe d'Héloïse et Abélard. Elle est monumentale. Hein. Alors, avant de rappeler en quelques mots l'histoire d'Héloïse et Abélard, hein, je vous parle un petit peu de l'opération de marketing. Avec des têtes pensantes. Comment attirer les gens au cimetière du Père Lachaise? Pourquoi les gens ne voulaient pas se faire enterrer au Père Lachaise? C'était trop loin. C'était trop loin. C'était cher, puisqu'on commençait à vendre des concessions à perpétuité, qui coûtaient cher. Et ça grimpait. La partie historique, d'ailleurs, je vais vous faire grimper. Comme autrefois, enfin, de toute façon, on n'a pas le choix. La partie plate, elle est de l'autre côté, elle est au nord, hein, la partie plus récente qui débouche sur Gambetta. Donc on ne voulait pas y aller, hein, suivre le corbillard sous la pluie, la neige, ça montait des chemins qui n'étaient pas goudronnés comme certains aujourd'hui hein, dans le cimetière, décourager les gens. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer ce qu'Alexandre Lenoir avait déjà récupéré. Alexandre Lenoir, il va sauver beaucoup de sculptures, enfin beaucoup de monuments. Hein, et il va sauver les tombes de Saint-Denis. Il va récupérer en province hein, des tombes qu'on voulait détruire, comme celle de Héloïse et Abélard, et les amener à Paris, dans un musée qui se trouvait alors, c'est le musée des monuments français, qui se trouvait dans l'ancien couvent des Petits Augustins. Et c'est ce qui va se passer avec Héloïse et Abélard, et c'est ce qui va se passer aussi avec Molière et La Fontaine. Et pour Héloïse et Abélard, Alexandre Lenoir va récupérer des vestiges de la chapelle de la Vierge, par exemple, détruite hein, pendant la Révolution, de l'église de Saint-Germain-des-Prés, des bas-reliefs de l'abbaye de Royaumont, hein, et constituer un beau mausolée pour Héloïse et Abélard. Alors l'idée, c'est de ramener ces 4 célébrités ici au Père Lachaise en 1817. On ramène d'abord Molière et La Fontaine, les présumés, hein, parce que surtout Molière, on n'est pas sûr du tout, mais c'est pas grave, on y croit dur comme fer, et Héloïse et Abélard, quelques temps après, et à partir de ce moment-là, alors on a quand même des visites hein, de célébrités, et pour voir hein, ces tombes, et à partir de là, tout le monde va vouloir se faire enterrer au cimetière du Père Lachaise. Dans les tombes moins connus, nous avons cet individu, à mon avis,
le connaissez pas, il était d'origine belge. Robertson, un original, un aventurier, inventeur. Il a inventé un phantoscope. Qu'est-ce que c'est qu'un phantoscope? Un phantoscope, c'est une espèce de lanterne magique qui permettait de faire apparaître des spectres, des fantômes. Regardez ce bas-relief. Les gens adoraient ça, on venait frémir et frissonner. Regardez alors, le public à droite, les femmes se cachent le visage, on a peur, les fantômes apparaissent. C'est grâce au phantoscope, énormément de succès. Et il aimait aussi les voyages en aérostat, en montgolfière. Il en a fait 70 à travers l'Europe. Et c'est figuré de l'autre côté. Regardez, le voilà. On ne voit pas d'ailleurs. C'est l'un de ces voyages en montgolfière. Vous voyez la petite montgolfière, le public regarde. Et vous avez même Benjamin Franklin qui est représenté sur le tonneau, une espèce de était petit, Benjamin Franklin, qui était aussi passionné par les aérostats et qui est juché sur son tonneau pour voir l'envol de notre Robertson. Le monument aux morts et aux suaires du Père-Lachaise, inauguré le 1er novembre 1899. Une sculpture qui a scandalisé. 100 000 personnes, 100 000 Parisiens étaient venus pour l'inauguration du monument aux morts, aux suaires. Et au scandale, pourquoi au scandale? Alors, vous voyez ce que ça représente, c'est très beau, et c'est très sobre, c'est très dépouillé. Regardez ces groupes qui arrivent, c'est le passage vers l'au-delà. Et on a un couple qui est en train de passer, fesses nues, quelle horreur. Et les autres sont assez dénudés aussi. Décor décharné, ça a beaucoup choqué et ça n'a pas plu. On a même parlé à un moment de détruire et de refaire. Paul Bartholomé, c'est le nom du sculpteur, spécialisé vraiment dans la sculpture funéraire. Après la perte de sa jeune épouse, en 1888, il décide de se spécialiser dans ce type de sculpture. Il a mis 8 ans pour réaliser cette œuvre et on lui dit au bout de 8 ans, lors de l'inauguration, qu'il va peut-être falloir tout détruire. Les inconnus et les tombes insolites, ce gisant, c'est le couple Vanderloo, peu importe le nom. Ce qui est intéressant, c'est ce gisant, car l'homme tient le masque de son épouse entre ses mains. C'est rare. Il y a une très belle phrase ici, une épitaphe. Ils furent émerveillés du beau voyage qui les mena jusqu'au bout de la vie. La tombe de Chopin, de Frédéric Chopin, avec une très belle sculpture de Clessinger. Alors Chopin, Frédéric Chopin, son père était français, sa mère polonaise. Il est né en Pologne, bien sûr. Et nous avons ici son corps, le cœur, est dans un cartographe de la cathédrale de Varsovie. C'est sa sœur qui l'a ramené. C'est Euterpe aux luttes brisées, qui a été sculpté par Clessinger, la muse de la musique. Et Clessinger, c'était aussi le mari de Solange, la fille de Georges Sand, puisque Frédéric Chopin est resté quand même 9 ans avec Georges Sand. C'était un exploit pour Georges Sand. Et nous avons le médaillon, les couleurs des fleurs, des bougies, c'est toujours rouge et blanc, les couleurs de la Pologne. Un petit peu plus loin, je ne voudrais pas la rater parce qu'elle est quasi abandonnée, c'est celle de Pierre Desproges. Pierre Desproges qui adorait le cimetière du Père-Lachaise, il venait souvent s'y promener. C'est une tombe végétalisée, c'est-à-dire que les cendres ont été mélangées. On va quand même aller voir Alain Kardec. Des gens qui venaient la toucher. Oui, ce sont des spirites. Ce sont des spirites. Ils touchent l'épaule droite d'Alain Kardec, qui s'appelait en fait Hippolyte Rivaille. Il était instituteur, puis à 50 ans, il a eu la révélation. Vous savez, au milieu du 19e siècle, c'est l'époque des tables tournantes. Victor Hugo, à Jersey, à Guernesey, pour parler avec Léopoldine. Et lui, il a eu donc cette révélation lors d'une séance de table tournante.
il apprend que dans une vie antérieure, il avait été druide. Et qu'il s'appelait... Ah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et il s'appelait Allan Kardec. Donc il abandonne son nom d'Hippolyte Riva, il devient Allan Kardec. Il va vraiment se pencher sur la réincarnation et développer toute une néo-religion, pseudo-religion, enfin appelez ça comme vous voulez, ça s'appelle le spiritisme.